Bonjour à tous. Bonjour spécifique à nos collègues d'Arlon qui nous voient en direct. Et je souhaitais aujourd'hui vous présenter mon programme. Je verrai tout à l'heure, lors de ma conclusion, sur ce premier écran. Et je préfère passer directement à l'écran où je vous montre la composition de l'équipe, sur laquelle je verrai tout à l'heure en détail. Mais si je tiens à montrer ce premier slide, c'est parce qu'il reprend finalement un ensemble de personnes, une équipe. Et pourquoi une équipe? Parce qu'être recteur, ce n'est pas diriger, ce n'est pas gouverner, ce n'est pas régner, mais c'est finalement mener, écouter une communauté universitaire, et il est toujours compliqué de le faire seul. Raison pour laquelle j'ai préféré m'encadrer d'un certain nombre de personnes compétentes. J'en verrai sur cette équipe tout à l'heure. Et nous avons un slogan. L'Université de Liège pour l'épanouissement de chacun. Sachant que lorsque chacun est épanoui, cela sera bénéfique à l'ensemble de l'institution. En tant que recteur en place, je me dois de faire très rapidement, très rapidement, un bilan des presque 4 années qui viennent de s'écouler. Je tiens à vous rappeler que j'ai été élu en 2014 sur base d'un vaste projet et qu'il s'agissait de préparer l'Université de Liège dans son ensemble, avec son ensemble de ses sites, à aborder un 3e centenaire. Et pour ce faire, il a fallu adapter les structures de gouvernance en enseignement et recherche. C'était pour moi la première étape. Ceci, évidemment, de façon à instaurer plus de collégialité, plus de transversalité entre enseignants, entre chercheurs et aussi entre membres du personnel administratif, technique et ouvrier, et bien entendu aussi en tant qu'étudiants. Il fallait également maîtriser à ce moment-là la situation budgétaire. On a dû travailler avec l'ensemble des recteurs, se mettre d'accord sur un financement qui a abouti à une certaine stabilité financière. Je n'irai pas dire jusqu'à une suppression de la concurrence, parce qu'elle va réapparaître évidemment au terme de la période qui était définie, mais jusque 2021, un modèle a été construit suite à de longues discussions qui ont pris plusieurs mois. Nous avons un modèle qui tient la route. Mais ce modèle, il doit être mis sur la table en 2021. En 2021, il sera mis sur la table non seulement entre universités, mais entre universités et haute école, avec une remise en question des coefficients multiplicatifs, à savoir, vous savez qu'à Jean Blou, il y a un coefficient de 1,34 qui fait qu'un étudiant est plus financé puisqu'il faut prendre en charge un certain nombre de coûts liés aux structures fixes. Les coefficients A, B, C sont également remis en cause. Donc ça promet évidemment, tout cela promet des discussions assez difficiles entre universités et haute école au niveau de la RES. J'ai également introduit, dans le cadre de mon premier mandat, la pensée stratégique, au travers d'un plan stratégique institutionnel. Alors pour le construire, j'ai dû demander aux facultés de faire un plan stratégique en recherche, de faire un plan stratégique en enseignement. Et ça m'a permis, avec l'équipe rectorale, de construire un plan stratégique ambitieux, et c'est la première fois que l'Université de Liège, dans son ensemble, construisait un tel plan dans sa vie. Donc pendant 200 ans, ça n'avait jamais été fait. Et je remercie l'ensemble des facultés qui ont travaillé sur ce plan stratégique, et je tiens à remercier tout particulièrement la faculté de Jean Blou, qui était déjà habituée à faire ce genre d'exercice, il faut l'avouer, et qui avait rentré à l'époque un plan stratégique exemplaire. Enfin, il fallait réussir le bicentenaire. L'Université de Liège a passé le cap des 200 ans. C'était une étape très importante parce qu'il fallait montrer au public,
à la communauté universitaire dans son ensemble, mais à l'extérieur de l'université, à la société, que l'Université de Liège, elle compte. Ce bicentenaire a été un succès, on peut le dire. Que vais-je faire, que puis-je faire pour les 4 ans qui vont suivre? Je souhaite bien entendu continuer la mise en application de ce plan stratégique, donc amplifier la mise en mouvement de l'Université de Liège. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui doivent être améliorées, qu'il faut mettre de l'huile dans les rouages, et notamment pour tout ce qui touche à la valorisation des ressources humaines et du bien-être au travail. Ces deux éléments vont revenir fréquemment dans ma présentation. Et enfin, je souhaite qu'il y ait une contribution harmonieuse de tous au service des missions de l'université. Il faut faire pour cela l'amélioration de l'attractivité de l'enseignement, de la qualité de la recherche, du rôle sociétal de l'université et de son positionnement dans le monde. Mais surtout, nous devons préparer de nouvelles générations compétentes et responsables. Nouvelles générations d'étudiants qui doivent acquérir des profils différents de ce que nous avons connu dans le passé et qui pourront prendre leurs responsabilités en tant que citoyens. Nous devons préparer des enseignants qui doivent enseigner de manière différente. Nous devons préparer des chercheurs qui doivent également pouvoir effectuer leur métier de chercheur dans des conditions différentes. Et enfin, je souhaite également préparer derrière moi une équipe de personnes qui pourront assumer des responsabilités au niveau supérieur de l'université. Pourquoi tout cela? Alors, vous avez pu remarquer que dans le cadre du bicentenaire, nous avons eu un slogan, une université en mouvement, des sociétés en changement. Pourquoi cela? Tout est en train de changer. L'enseignement supérieur est en changement. Pensez simplement au nouveau décret paysage. Pensez à la formation initiale. Pensez à la concurrence. Pensez à la manière d'enseigner. Quels que soient les éléments auxquels vous pouvez penser, tout change. Quels sont les domaines d'enseignement demain? Comment devrons-nous enseigner? Nous devons nous adapter. La recherche est en changement. La façon de travailler de manière transversale, les équipements, les projets, les contraintes parfois administratives et financières qui nous sont imposées, la GDPR, la protection de la vie privée, ce sont tous des éléments évidemment qui compliquent la donne et nous devons également pouvoir y jouer un rôle et remplir notre fonction. Les attentes de la communauté aussi universitaire changent également. Les attentes du personnel, toutes catégories confondues, le personnel administratif, technique et ouvrier, le personnel scientifique de statuts différents, les académiques, les chercheurs, toutes ces personnes attendent des changements. La société est en changement, les métiers changent, nous devons anticiper des nouveaux métiers, les attentes changent partout. Et quel est le rôle d'une université? Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'une université doit subir ou impulser? En ce qui me concerne, le choix est fait. Nous devons impulser. Comment allons-nous faire? Eh bien, nous avons établi un programme, et je ne vais pas entrer dans les détails de ce programme aujourd'hui, mais je vous invite à aller le consulter sur le site albertcorré.be. Et vous avez toute une liste d'actions qui sont en relation avec l'enseignement et la formation, avec la recherche, les relations internationales, la politique des ressources humaines et le bien-être et la société. Mais je me permets aussi aujourd'hui, puisque je suis ici sur le site de Jean Blou, de jeter un œil rapide sur les caractéristiques en termes de corps à Jean Blou. En effet, la faculté de Jean Blou a des particularités qui lui sont spécifiques. Son nombre d'étudiants est très conséquent,
mais son nombre d'étudiants en provenance de pays étrangers est plus que significatif. Il en est de même pour les doctorats. Je suis assez rapide sur le sujet, mais on voit tout de suite que le site de Gembloux, la faculté de Gembloux, ont des particularités qui sont tout à fait intéressantes, et je reviendrai sur la localisation. Qu'en est-il d'Arlon? Le site d'Arlon est bien entendu plus petit, mais néanmoins, son nombre d'étudiants et ses masters restent significatifs. Le nombre d'étudiants est d'ailleurs d'année en année en croissance. Le nombre de doctorants est également très significatif, et je reviendrai tout à l'heure sur la localisation de ce site d'Arlon au sein de la communauté française et au niveau international, notamment par rapport au Luxembourg et à l'université de la Grande Région. Et donc, la gestion et le développement des sites délocalisés. Comme vous savez, le décret prévoit qu'il y ait un vice-recteur, et c'est obligatoirement un vice-recteur, qui soit en charge de la gestion et du développement des sites délocalisés. Alors, il faut un vice-recteur qui travaille en équipe avec les autres. Et il faut un vice-recteur qui, pour moi, ait un certain nombre de qualités. J'ai ici représenté 3 images. Il y a bien entendu le site de Gembloux et le site d'Arlon, et j'ai également mis une photo de notre site de la station Starezo à Calvi, même si la gestion de ce site, qui nous appartient, est mise en gestion à un citoyen corse, à une société corse, pour des raisons pratiques. Néanmoins, ce site fait partie de l'université et est un laboratoire tout à fait appréciable. Qui ai-je dans mon équipe pour s'occuper de la gestion et du développement des sites délocalisés? Yann Bogart, que vous connaissez puisqu'il est de cette faculté, écologue, biologiste et agronome forestier, membre de l'axe biodiversité et paysage, et il est professeur ici à Gembloux depuis 2011. Alors pourquoi est-ce que je me suis tourné de manière naturelle vers Yann Bogart? Au-delà du fait que c'est quelqu'un que j'ai été amené à rencontrer à maintes fois et avec qui j'ai travaillé en Afrique, mais il a un profil international. Et il a eu beaucoup de mobilité interuniversitaire, bien entendu, lié à son origine flamande, mais pas que cela, il a circulé dans beaucoup d'universités. Mais il est surtout aussi un expert en relations internationales. Il est directeur du PACODEL et il nous représente, il représente l'Université de Liège au niveau de la Commission des relations internationales à l'ARES. Voilà pourquoi Yann Bogart a bien accepté, et je l'en remercie ici, d'accepter de jouer ce rôle de vice-recteur à la gestion et au développement des sites. La politique des sites délocalisés. Il y a une chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de préserver l'identité gembloutoise et l'identité arlonnaise. C'est important et je me suis exprimé dans un courrier à l'AJX à ce sujet. Il faut, sachant que nous n'avons pas toutes les habilitations sur le site de Gembloux et le site d'Arlon, nous devons pouvoir y développer de la formation continue qui ne demande aucune habilitation en termes de territorialité. Nous devons y développer des collaborations en enseignement et en recherche avec les autres facultés, ce qui est déjà fortement le cas ici, sur le site de Gembloux, et avec d'autres partenaires, essentiellement des centres de recherche et des hautes écoles, ce qui est également le cas ici à Gembloux, avec les nouveaux masters en écologie notamment, qui ont été développés récemment. Il y a des positions clés par rapport au pôle namurois et également au Grand-Duché de Luxembourg pour ce qui concerne le site d'Arlon. Il faudra mettre en place le conseil d'orientation stratégique ici à Gembloux. Il est intéressant que l'interaction avec les pouvoirs locaux et les besoins locaux soit développée. Et enfin, c'est un élément que j'ai toujours souhaité mettre en application, c'est pouvoir répondre de manière spécifique aux besoins des sites. Les sites, et faire une distinction entre, d'une part, les besoins facultaires
et les besoins des sites. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai plaidé au niveau du conseil d'administration de ce mercredi pour que Mme Mottet puisse, et c'est le premier cas que nous avons rencontré, bénéficier de l'arrêté, le décret qui permet d'allonger d'1 an la carrière. Nous avons besoin de quelqu'un qui est expert en gestion des sites au pluriel, puisque Mme Mottet accepte de gérer le site à la fois de Gembloux, mais également d'Arlon. Merci Mme Mottet. Je vais dire quelques mots concernant les 4 corps qui se trouvent sur les sites. Je commencerai par les académiques, si vous voulez bien. Équilibre des missions. Beaucoup d'académiques estiment en effet que la répartition de leurs missions n'est pas toujours facile à déterminer, qu'ils sont surchargés, et donc il faut établir les missions en concertation avec les autorités, en concertation avec les unités de recherche, avec les facultés, avec les départements. Et ces missions, je rappelle qu'elles sont toujours dans l'ordre de 3, l'enseignement, la recherche et la citoyenneté, elles doivent pouvoir évoluer dans le temps. On constate ainsi que les missions à l'étranger, je parle de la coopération interuniversitaire dans les pays du Sud, est souvent l'apanage de personnes académiques qui ont déjà un certain âge, sauf peut-être dans une faculté comme la faculté agronomique de Gembloux. Nous devons absolument travailler les administrations. Alors quand je dis à travailler les administrations, ça ne veut pas dire qu'il faut les réformer, ça veut dire qu'il faut améliorer leur façon de fonctionner. Comme je le disais encore hier au PATO, aux personnes administratives, techniques et ouvriers, nous avons des administrations qui sont performantes. Mais quand je faisais la relation, et il se fait qu'il y avait exactement au même moment quasiment un match de football au Standard, ce n'est pas parce que vous avez des joueurs performants, donc ce n'est pas parce que vous avez des personnes qui sont performantes dans leur travail que l'ensemble est performant. Donc nous devons faire en sorte que les administrations puissent apporter un soutien nettement plus fluide par rapport aux chercheurs et par rapport aux enseignants. Il faudra travailler la gestion des carrières au niveau des académiques, parler de l'évaluation, de la mobilité et de la promotion. On a mis en place un système de promotion qui était beaucoup plus large aux dernières promotions, il y a 2 ans, et on va redémarrer ça ici. On doit encore faire quelques ajustements, mais néanmoins, le système qui a été mis en place était, de l'avis de tous les doyens qui étaient présents lors de la cure qui a examiné finalement les promotions, très, très positif. On va apporter quelques améliorations, néanmoins, pour pouvoir faire en sorte que tout aille encore mieux. Personnel scientifique, il y a le CCS, qui aujourd'hui existe et mène une action, nous allons devoir travailler avec ce CCS, le faire participer plus aux décisions, développer la reconnaissance des chercheurs, soutenir et encourager et accompagner les doctorants pour qu'ils puissent soit trouver une place au sein de l'institution, soit pouvoir se faire une place en dehors de l'institution. Mener une politique sociale vis-à-vis des chercheurs, je pense aux articles 63, il y a bien entendu le règlement qui gère le passage en CDI avec la provision passive sociale qui a été créée en 2009 et qui doit encore être appliqué de plus en plus, ce n'est pas encore tout à fait réalisé, mais on avance. Il y a toute l'analyse de risque psychosocial, et là je vous demande d'aller voir une news que nous avons mise sur le site et qui a été rédigée par Isabelle Ancet. Il faut répartir équitablement les tâches d'enseignement et de recherche dans le chef du personnel scientifique. Et enfin, surtout, aider les chercheurs dans les tâches administratives. Au niveau du PATO, beaucoup de choses ont déjà été faites dans le passé, assurance groupe, chèque repas. Ce sont quelques informations, il y a encore beaucoup de choses à faire, définir les missions, établir les mallettes, j'ai encore 20 secondes, former, valoriser, rassurer. Enfin, c'est le dernier, les étudiants. Les étudiants risquent d'être les victimes des discussions qui seront relatives au financement dans quelques années. Si le financement, un jour, est en difficulté, le risque pour les étudiants est de devoir payer un minerval plus élevé, de devoir emprunter de l'argent. Il faut absolument que nous mettions tout en route pour que cela n'arrive pas.
Nous avons déjà eu des discussions sur les droits majorés et l'Université de Liège s'est positionnée de manière positive par rapport à ce sujet. Et il faut bien entendu adapter nos enseignements à la modernité. Et j'ai fini, monsieur. C'était mon dernier slide. Voilà.